débrief de la séquence politique monétaire. On est entre deux décisions, celle de la BCE à suivre en début d'après-midi et celle de la Fed qui a été rendue publique hier soir. Nadia Garbi est avec nous en visioconférence, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Nadia. Merci beaucoup d'être avec nous. Pour la Fed, il semble que l'heure de la pause soit venue. C'est en tout cas comme ça que le marché semble avoir compris le discours, la conférence de presse de Jérôme Powell, qui n'a pas voulu s'enfermer non plus dans l'idée d'une pause à ce stade. On reste sur quelque chose de flexible du point de vue de la Réserve fédérale américaine. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'il indique que la Réserve fédérale est prête à faire une pause. Maintenant, il a souligné le fait que l'inflation reste relativement élevée, devrait baisser, mais devrait aussi rester à un niveau très élevé. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, je pense qu'il garde un peu la porte ouverte. C'est qu'on a tout de même un contexte un peu d'incertitude où on voit, c'est vrai, un ralentissement du marché du travail, mais un marché du travail qui reste relativement encore résilient aux États-Unis. Même le resserrement des conditions du crédit bancaire aux États-Unis ou de la distribution même de crédit. On sait que la Fed avait en sa possession le dernier sondage réalisé auprès des Senior Loan Officers américains. Ce sondage sera rendu public en début de semaine prochaine. Même l'intensification, on va dire, du durcissement des conditions de crédit ne sera peut-être pas suffisant pour accélérer le phénomène de désinflation aux États-Unis, Nadia ? Oui, alors je dirais que ces données confirment que la politique monétaire restrictive de la Réserve fédérale se transmet à l'économie réelle, ce qui en quelque sorte réduit les risques sur les perspectives d'inflation. Maintenant, il est vrai qu'on a un peu d'incertitude sur la vitesse de transmission de cette politique monétaire sur les économies réelles. On sait qu'il y a certains facteurs structurels qui ont changé. Donc je dirais que la Réserve fédérale garde quand même toutes les portes ouvertes pour ne pas éviter de, au fond, se cornériser en quelque sorte et devoir un peu ou perdre un peu sa crédibilité. Donc gardons les portes un peu ouvertes dans ce contexte un peu d'incertitude. Oui, ne pas se lier les mains sur les prochaines décisions à prendre. Comment est-ce qu'on explique, et cette question revient régulièrement, Nadia, comment on explique ces anticipations de marché qui voient peut-être même un début d'une première baisse de taux dès le mois de juin aux États-Unis, c'est-à-dire lors du prochain meeting dans 6 semaines? Ça paraît extrêmement rapide. Oui, alors pour nous, c'est purement trop prématuré. Du moins, si on se base sur les indicateurs économiques, une baisse de taux en juin est pour nous trop prématurée. Alors au fond, si la Réserve fédérale baisse ses taux en juin, on pourrait aussi l'interpréter comme un signe de, au fond, est-ce que la Réserve fédérale, c'est quelque chose que nous ne savons pas? Maintenant, je pense qu'à mon avis, Powell a aussi été clair là-dessus en insistant sur le fait que l'inflation va baisser, mais pas si rapidement que cela. Et il a aussi ajouté que sa mesure phare, ce supercore service hors immobilier, reste tout de même très persistant. Donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas, nous, on juge une baisse de taux en juin très prématurée. Et d'ailleurs, dans notre scénario, on n'a aucune baisse de taux pour 2023. Bon, ces anticipations, ce pricing de marché, effectivement, hein, c'est une moyenne agrégée de plein d'opinions et plein d'avis différents de la part des investisseurs. Néanmoins, il existe. Est-ce qu'on peut relier ce pricing de baisse de taux aux États-Unis, Nadia? Alors, à la situation du système bancaire, avec un effet ou un jeu de domino qui semble engagé désormais. Est-ce qu'on peut le relier également à la question du plafond de la dette, qui est là un folklore récurrent dans la vie politique américaine, mais qui, semble-t-il, est pris un peu plus au sérieux cette fois-ci, avec une date X qui a été fixée au 1er juin par la secrétaire du Trésor, Janet Yellen. Oui, je pense que ces deux éléments font que le marché est un peu plus pessimiste peut-être que certains économistes. Au fond, je dirais que c'est vrai qu'on a ce stress bancaire avec déjà 3 faillites bancaires. Et à cela s'ajoute, c'est vrai, cette incertitude sur la politique fiscale, sur ce debt ceiling qui n'arrange pas les choses. Donc oui, je pense que vraiment ces deux éléments participent à ce pricing de marché.
Du côté de la Banque centrale européenne, la décision est en train d'être prise. Elle a même peut-être déjà été prise au moment où on se parle. Nadia, elle sera rendue publique en début d'après-midi avec la conférence de presse de Christine Lagarde. On a eu beaucoup de données économiques, de données en provenance également de l'industrie bancaire avec le Bank Lending Survey qui a été publié ces derniers jours et qui couvre le premier trimestre et notamment la période du mois de mars qui a été le pic du stress bancaire aux États-Unis et en Europe. Qu'est-ce que ces données sur le front de la croissance, de l'inflation, des conditions et de la distribution de crédit en zone euro, qu'est-ce que ces données doivent apporter comme information à la BCE pour sa prise de décision selon vous ? Je dirais que la première conclusion qu'on peut tirer de ces données, c'est que la transmission de la politique monétaire fonctionne dans l'économie réelle, ce qui réduit les risques sur les perspectives d'inflation. Quand on regarde en fait cette enquête de la BCE sur les prêts bancaires, on s'aperçoit tout d'abord que les conditions d'octroi de crédit se resserrent assez fortement pour les entreprises, mais surtout ce qu'on constate, c'est la demande de prêts qui diminue fortement pour les entreprises et qui s'effondre pour les ménages, notamment le segment crédit immobilier où la baisse est plus forte que lors de la crise financière. Donc je dirais que ces données en tout cas sont cohérentes avec une politique monétaire qui se transmet à l'économie réelle. Maintenant, c'est vrai que si on regarde le dernier rapport d'inflation, l'inflation du mois d'avril, ce qu'on constate, c'est toujours cette inflation sous-jacente très persistante, avec notamment cette inflation service qui reste très élevée. Donc je dirais que pour nous, un bon compromis serait une hausse de 25 points de base aujourd'hui, mais au fond, on pourrait avoir aussi des arguments qui poussent la BCE à faire 50 points de base, notamment voilà, cette inflation sous-jacente très persistante, mais aussi la forte croissance des salaires nominaux. Mais je dirais que voilà, un bon compromis serait 25 points de base. Et si on regarde ce que les hawks, certains membres de la BCE ont dit ces dernières semaines, on s'aperçoit qu'ils sont devenus un peu plus pragmatiques avec l'idée qu'on doit maintenant agir de manière plus prudente, étant donné que tout l'impact de ce resserrement n'a pas encore été vu sur l'économie réelle. Entre les données sur le crédit bancaire là, qui montrent effectivement cet affaiblissement de la demande de crédit bancaire en provenance des entreprises et des ménages, Nadia, quand on met en parallèle également les enseignements peut-être des premières estimations de croissance qu'on a pu voir pour différents pays de la zone euro au premier trimestre, notamment avec des dépenses de consommation sous pression dans de nombreux pays en Europe, pour ne pas dire dans l'ensemble de la zone euro, Nadia, est-ce qu'on a un réel problème avec la demande privée finale aujourd'hui en Europe? C'est une bonne question. Je dirais qu'on n'a pas vraiment de réel problème. C'est vrai que quand on regarde le détail du produit intérieur brut de certains pays, c'est vrai qu'on constate que la consommation privée notamment est en contraction, principalement due à la forte hausse des prix. Maintenant, je dirais que d'un autre côté, on a d'autres secteurs de l'économie qui fonctionnent plutôt bien. Je pense notamment au tourisme qui supporte l'activité dans certains pays périphériques. On a aussi la politique fiscale qui soutient l'activité en zone euro. Donc, je dirais que globalement, c'est vrai qu'on a une demande domestique sous pression. Mais globalement, si on combine tous ces éléments, c'est-à-dire les données de crédit, la demande finale, en principe, sur les perspectives d'inflation, on devrait être moins inquiet. Et c'est peut-être le constat que va faire cet après-midi la Banque centrale européenne. Cette réunion, cette conférence de presse de Christine Lagarde, ce sera l'occasion aussi de faire un tout premier bilan d'étape de la réduction passive du bilan de la Banque centrale européenne, puisque ça y est, on y est. Depuis 2 mois, le bilan de la Banque centrale européenne se réduit. En tout cas, la partie du programme de quantitative easing traditionnel est en train d'être réduite. Nadia, est-ce que la BCE aura envie d'aller plus loin encore dans la gestion de la réduction de son bilan, et qu'est-ce qu'on peut dire également de la partie de la liquidité qui peut être apportée aux banques européennes dans un contexte où la question de la liquidité en général se pose de manière assez prégnante? Oui, alors sur le bilan, c'est vrai que dans un contexte où on cherche un peu des compromis entre les hawks et les doves, c'est vrai que certains hawks pourraient pousser pour une accélération du rythme de réduction du bilan. Maintenant, je dirais que voilà, on a tout de même une limite. On ne peut pas réduire de manière très
rapide ce bilan. Et je dirais que sur les liquidités, c'est vrai que d'ici à fin juin, 500 milliards de TLTRO vont être remboursés. Donc la BCE va monitorer de très près peut-être quelques banques un peu vulnérables pour éviter un peu un cas idiosyncratique. Donc on pourrait potentiellement voir une banque centrale européenne qui propose, je dirais, un outil un peu ad hoc de bridge LTRO pour éviter un stress ces prochains mois. Dans le contexte actuel, oui, ce serait intéressant pour la BCE d'apporter un instrument en prévention d'un éventuel risque idiosyncratique spécifique sur une ou quelques banques européennes. Voilà, vous voulez éviter en fait en quelque sorte un peu un cas similaire à ce qui se passe aux États-Unis où on a quelques banques qui sont un peu plus faibles ou plus vulnérables dans ce contexte actuel. Donc effectivement, la BCE n'a pas envie de se retrouver dans ce cas de figure où le marché potentiellement commence à scruter de plus près quelles sont les banques les plus vulnérables. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, on est tout de même dans un contexte où on a beaucoup de liquidités. Donc la liquidité n'est pas vraiment un problème, mais c'est vrai que c'est tout de même assez conséquent de voir 500 milliards de remboursements. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, Lagarde de toute façon aura quelques questions sur ce sujet. On suivra ça avec attention, effectivement. Une réunion encore assez ouverte donc pour la Banque Centrale Européenne. La première information sera de savoir si la BCE montera de 25 ou 50 points de base. C'est taux directeur. Réponse en début d'après-midi. Et on reviendra bien sûr sur cette réunion et cette conférence de presse de Christine Lagarde ce soir à 17h dans l'émission. Merci beaucoup Nadia. Nadia Garbi qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, économiste chez Pictet Wealth Management.